Salut tout le monde, bienvenue dans Sport Stream. Chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête à tête. Mon invité n'a plus 20 ans mais toujours un bras surpuissant. Quand il entre sur le terrain, ses adversaires ne sont pas sereins. Il a la puissance de Thor, un palmarès en or. Alors vous l'avez compris, je ne suis pas Jacques Prévert, mais lui par contre, c'est bel et bien un expert. William Macambray est mon invité. Salut William, ça va? Tu vas bien? Ouais, installe-toi. Eh oui, William Macambray, un bras surpuissant, le handballeur William Macambray évidemment, qui rentre sur le plateau sur du Coolio, Gangsta Paradise. Pourquoi ce choix, William? Parce que vous m'avez demandé et que j'ai jamais trop d'idées quand on me demande quelle musique je préfère ou des choses comme ça, donc c'est toujours selon mon humeur, et là mon humeur a été dirigée sur cette musique-là. Donc, bon choix, c'est vrai qu'elle met de bonne humeur cette musique. Tiens, tu vas me dire William, on va passer une autre musique. Je crois que tu écoutes ça avant les matchs des fois. Ça t'arrive? Danzo Kuduro. Avant les matchs, non, mais je serais curieux de savoir pourquoi vous avez choisi celle-là. Ah bah, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que une fois tu avais proposé cette musique en disant que tu écoutais ça avant les matchs. Alors peut-être que tu avais fait la même chose parce que le journaliste t'avait demandé une musique et tu avais sorti ça en fonction de ton humeur. Quand elle était sortie cette musique, je la trouvais vachement entraînante et c'est vrai que je l'écoutais vraiment pas mal. Donc non, ça me va aussi, ça met de bonne humeur aussi. Ah nickel, on est bien. Tiens, autre chose qui va nous mettre de bonne humeur, c'est de regarder le palmarès complètement fou de William Macambray. Regardez ça. On a essayé de tout mettre, William. On a peut-être oublié certaines choses parce qu'il est complètement dingue, ce palmarès. 9 fois champion de France, 7 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue, 5 trophées des champions. Tu es vainqueur de la Coupe de Hongrie, champion de Slovénie, de Biélorussie, puis en sélection, évidemment, champion d'Europe en 2014, triple champion du monde 2011, 2015, 2017. Et puis le Graal, champion olympique en 2012. Et puis alors, il y a meilleur buteur du championnat de France à plusieurs reprises, meilleur joueur du championnat. Voilà. William, ce palmarès, il est complètement dingue. Est-ce que ça t'arrive parfois, maintenant tu as 36 ans, tu joues à Saran en Pro League, ça t'arrive de te poser et de te dire « Waouh, j'ai effectué tout ça dans ma carrière, j'ai gagné tout ça ». Je me le dis surtout quand j'ai des discussions avec des gens qui m'en parlent. De moi-même, non, je regarde pas vraiment ce que j'ai fait auparavant. D'ailleurs, on a des interventions dans les classes, dans les écoles souvent, et justement il y a des questions des enfants. Parfois ils demandent combien on a gagné de médailles, de choses comme ça, et c'est vrai que je pense que j'ai même pas la réponse parce que je pense que je réponds une trentaine, mais je n'ai pas compté exactement, donc non, c'est quelque chose que je regarde pas en arrière en général, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est des moments qui font plaisir quand on te rappelle que tu as gagné autant de choses. Ça veut dire qu'on a accompli quelque chose d'assez bien. Ouais, cool. Mais c'est clair, vous avez marqué toute une génération. Justement, ça te fait quoi aussi de te dire que tu as inspiré une nouvelle génération? Je suppose que tu as peut-être des jeunes aussi, même à Saran actuellement en Pro League, des jeunes qui ont été inspirés par ton parcours, par ce que tu as fait sur le terrain. Ça te fait quoi quand tu entends ça? Bah, ça fait plaisir. Je pense que le plus beau des compliments, c'est quelqu'un qui puisse venir te dire et qui te dit c'est grâce à vous que je me suis mis au handball. Donc on me l'a sorti quelques fois dans ma vie, donc c'est vraiment des choses qui font plaisir à entendre parce qu'on se dit qu'on a été l'inspiration pour quelqu'un à un moment donné dans sa vie aussi, donc ça réchauffe le cœur. Ouais. Moi je vais te dire, William, j'ai fait beaucoup de handball, tu m'as inspiré. Alors tu te doutes bien que je ne jouais pas arrière-gauche comme toi, j'étais ailier évidemment avec le gabarit, mais en tout cas tu m'as beaucoup inspiré aussi et ça me fait très plaisir de t'avoir sur le plateau ce soir. Merci à vous. Bon, on va parler évidemment, William, tu peux me tutoyer, William. Ici on se tutoie. Je disais vous pour l'ensemble de l'équipe. Ok, ça va. Oui, parce qu'on a aussi Nicolas Baillet, notre réalisateur, qui fait encore du handball, donc qui est très content de ta venue également. William, on va parler de toi dans cette émission, de ton parcours. Mais avant ça, on va rebondir sur l'actualité. Il y en a pas mal avec l'équipe de France qui sort de 2 grosses compétitions, les Jeux Olympiques et le Mondial. Tu suis encore, toi, de très près les résultats des Bleus, William ? De très près, non, parce que je ne regarde pas tous les matchs. Déjà parce qu'il y a des contraintes d'entraînement parfois, de timing, et après ça dépend aussi les matchs. Mais les résultats, oui, je les suis bien évidemment. Ouais. Tu as quand même suivi quelques matchs du Mondial Le Mondial, j'ai regardé surtout, j'en ai regardé qu'un, j'ai regardé la demi-finale contre la Croatie.
Les matchs précédents, j'ai vu les résultats évidemment, mais j'ai pas vu l'ensemble des matchs. Alors on va prendre plus globalement, on va pas détailler chaque compétition, mais il y a eu une désillusion totale aux Jeux Olympiques avec cette élimination précoce dès les quarts de finale face à l'Allemagne avec un scénario digne d'un film, mais qui se finit très très mal pour l'équipe de France. Et puis donc la médaille de bronze au Mondial, l'équipe de France a quand même réussi à rebondir en allant chercher une médaille. Globalement, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là, du jeu qu'elle produit Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle équipe. Déjà, je pense que c'est pas évident de gagner une médaille, donc il faut se rendre compte aussi des choses. Aujourd'hui, l'équipe de France est souvent critiquée si elle finit pas dans le dernier carré ou même si elle va pas glaner un titre, alors que c'est très difficile de glaner un titre au final parce que les autres équipes ont aussi envie. L'équipe de France actuelle, c'est une équipe qui est rempli de talent. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Il y a beaucoup de talent. Donc aujourd'hui, je trouve qu'ils sont jugés assez sévèrement et assez rapidement aussi. Une troisième médaille au championnat du monde, c'est quand même un bel exploit. Les JO, ça a été une grosse désillusion, mais au final, c'est une désillusion qui passe à côté pour un but et peut-être une erreur sur une action sur la compétition. Alors la compétition n'avait pas été parfaite auparavant, mais ils sont arrivés jusqu'où ils sont arrivés et il fallait déjà le faire. Donc faut avoir, je pense qu'il faut avoir plusieurs regards sur cette équipe. Faut pas seulement avoir un regard de toujours attendre l'or constamment, parce que c'est pas évident d'aller chercher l'or à chaque fois. Ouais, et puis très difficile aussi de passer après cette génération dans laquelle tu as fait partie, les experts, où vous avez tout raflé sur votre passage. Qu'est-ce qu'elle avait en plus, cette équipe des experts, William? Comment on peut expliquer qu'elle gagnait tout à chaque compétition? L'expliquer, je ne pourrais pas le dire, parce que gagner une compétition, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a le talent forcément, il y a le travail qu'il y a autour, il y a une part de chance aussi, comme dans n'importe quelle compétition. Cette génération a gagné énormément de titres, les a enchaînés même, d'où aussi le surnom des experts. Et je pense aussi que c'était un nom pas facile à porter tous les jours, parce que quand on t'appelle les experts, faut assumer aussi le nom derrière. Donc c'est pas facile de passer derrière une génération où les gars s'appelaient les experts. Parce que quel nom tu donnes aux générations suivantes? Et là c'est très compliqué. Il faut assumer aussi le palmarès de tes aînés avant. Donc qu'est-ce que la génération des experts avait en plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est retrouvé à un moment donné dans une équipe où tu avais quand même 5 mecs qui avaient été meilleurs joueurs du monde et qui jouaient dans la même équipe, quoi. Si je te dis, William, aujourd'hui sur ce plateau, que les experts, c'est la meilleure équipe de l'histoire du handball, est-ce que tu me contredis ou pas? Au jour d'aujourd'hui, je pense que ça l'est au niveau palmarès, parce que c'est peut-être l'équipe qui a gagné le plus de médailles dans un court laps de temps. Après, aujourd'hui, quand on regarde le Danemark à l'heure actuelle, ça arrive très très fort, hein. Ouais. Je crois que c'est la 4e fois d'affilée qu'ils sont champions du monde, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est du jamais vu. Donc ils ont une génération extraordinaire. Tout le monde pensait qu'après la génération un peu de Mikkel Hansen, ça allait peut-être baisser un peu, mais on voit que au contraire. Donc aujourd'hui, aller battre le Danemark, c'est encore une marche au-dessus, notamment pour cette équipe de France qui est en place. Alors, il y a quand même quelques rescapés de cette génération des experts qui faisaient encore partie de cette équipe, enfin un seul d'ailleurs, Nicolas Karabatic, qui a disputé les Jeux et qui maintenant a officiellement pris sa retraite. Toi, tu as joué avec lui, tu as joué en club à Montpellier, tu as joué en équipe de France. Est-ce que tu peux me parler un peu de lui, de ce qu'il t'a apporté peut-être, et puis plus globalement ce qu'il a apporté aussi au handball français et mondial, hein? Ce qu'il a apporté, je pense qu'il a apporté une façon de... Pour moi, je pense déjà, il a surtout apporté une façon de célébrer différente. Parce que quand on regarde le handball avant, c'était quand même... j'ai l'impression que ça a été vraiment une des premières personnes à montrer sa rage après Exulté. un but. Parce que moi, je me souviens quand j'avais commencé le hand, il n'y avait pas encore toutes ces célébrations. Un gardien qui faisait un arrêt, il n'allait pas devant la foule à essayer de les remonter un peu. Un joueur qui marquait un but, il revenait tout de suite en défense. Je pense que le caractère de Nico a fait que justement il a impulsé un petit truc en plus au handball. Je pense que ça a démarré un peu de lui, cette espèce de célébration de
marquer un but. Et ça a mis un peu tout le monde dans cet esprit-là aussi. Mais au meilleur, derrière, dès qu'il faisait un arrêt, c'était pareil. C'était limite s'il n'allait pas provoquer le tireur en lui faisant un tête contre tête. Donc je pense que c'est parti un peu de cette génération-là. Nico, il était inspirant de par le fait surtout que ça a toujours été déjà quelqu'un de très talentueux, peut-être le meilleur joueur de handball au monde, mais toujours très professionnel, toujours très travailleur, aux entraînements, quelqu'un qui a envie de s'arracher, même à l'entraînement, pas seulement en compétition. C'est quelqu'un qui, seulement par sa présence, tirait l'équipe vers le haut ou pas? Oui, parce que Nico, il a une aura de par son expérience, de par les clubs où il est passé, de par ce qu'il a gagné, de par son exemplarité professionnelle aussi. Et puis voilà, et puis quand tu joues avec Nico, t'as pas envie de perdre, parce que déjà il est très mauvais perdant, et il accepte pas la défaite. Donc c'est quelqu'un qui est entraînant. Quand on joue avec Nico, faut être un gagnant aussi. Alors, il y a un expert évidemment sur le terrain, enfin il y avait avec Nicolas Karabatic, il y en a un autre sur le banc, Guillaume Gilles, qui est entraîneur de cette équipe de France. Toi, tu as joué avec lui, je crois même qu'il a été ton assistant coach vers la fin de ta carrière en équipe de France, quand Didier Dinard était à la tête de cette équipe. Est-ce que le joueur qu'il était, Guillaume Gilles, colle avec l'entraîneur qu'il est devenu? Je ne sais pas, parce que lorsque je l'avais eu, surtout quand il était second coach, il prenait beaucoup moins la parole, justement. C'était plus Didier Dinard qui était mis en avant. Moi, Guillaume, je le connais comme quelqu'un de très naturel, qui dégage beaucoup de bonne humeur dans un groupe. Alors en tant qu'entraîneur, je suis justement, ne faisant pas partie vraiment de la génération actuelle, j'aurais un peu de mal à me prononcer, parce qu'après c'est toujours pareil. Maintenant il y a aussi les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Donc entre ce que je vois des fois en commentaire dans les médias et ce qui est la réalité dans un groupe, pour moi il y a toujours un décalage. Donc je ne pense pas être le mieux placé pour dire aujourd'hui s'il a le même caractère dans le groupe actuel de l'équipe de France. Alors, par contre, il y a quelque chose qu'on a tous vu, et toi aussi, je pense, en regardant quelques matchs, c'est que sur les temps morts, il laisse beaucoup de liberté aussi aux joueurs. Il les laisse s'exprimer, il les laisse donner leur avis sur la situation. Toi, tu as été coaché par Claude Onesta en équipe de France, qui est une légende du coaching, un coach dur, mais un coach qui a fait gagner aussi cette équipe de France. Est-ce que lui se comportait pareil que Guillaume Gilles? Est-ce qu'il vous laissait autant de liberté pendant les temps morts? Est-ce qu'il vous laissait vous exprimer? Je pense que si le management est comme ça aujourd'hui en équipe de France, c'est justement à cause, entre guillemets, de Claude. Claude le dit lui-même, hein, il a fait un livre et il explique même dans son livre qu'en fait, il ne se considérait pas comme un coach, parce qu'il le disait, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai besoin d'aller coacher Thierry Omeyer comment faire un arrêt, à Didier Dinard comment défendre, à Nicolas Karabatic comment attaquer? Il a dit, moi je suis juste là en fait pour gérer les égos et pour que tous ces égos dans un même groupe en fait se mêlent bien les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, l'intelligence qu'avait eu Claude, c'est d'être conscient que tu avais les meilleurs joueurs du monde et comment faire jouer les meilleurs joueurs du monde et leur donner un objectif commun. Donc il était plus justement dans un rôle de manager que de coach. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose avec Guillaume Gilles? Je pense qu'il continue un peu dans le fait que ça soit justement beaucoup d'échanges entre le staff et les joueurs. Je ne pense pas que le staff soit très très directif sur les façons de jouer. Je pense qu'à chaque fois, il consulte les joueurs. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez modifier quelque chose? Je pense que c'est plus dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce qu'on voit en tout cas de l'extérieur sur les temps morts, comme tu disais. William, on va en reparler de l'équipe de France dans cette émission, mais on va faire un retour dans le passé, parce que toi, tu as grandi dans une famille ultra sportive. Ton papa, Jacques, était lanceur de marteau. Il a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, en 72 et 76. Ta mère, Isabelle, pratiquait le lancer de disque. Logiquement, tu débutes par l'athlétisme, je suppose? Je pense que j'ai commencé par faire 1 an de natation déjà. Ah, ok. T'étais bon? J'ai essayé de pas couler, c'était les débuts où j'apprenais à nager. Donc... Ah oui, ok, d'accord, ok, ouais, t'étais très jeune. Non, ça va. Ouais, j'ai commencé par... Non, j'ai commencé par le handball. Okay. J'ai fait du handball avant de faire de l'athlétisme. C'est ma mère qui m'a un peu poussé, entre guillemets, aussi à faire de l'athlétisme, parce qu'elle venait de l'athlé, qu'elle considérait aussi que c'est un peu la base de tous les sports. Donc
Courir, lancer, sauter, c'est vrai qu'on retrouve un peu toutes ces choses-là dans un peu tous les sports. Donc c'est un peu l'athlétisme, c'est vrai que c'est un peu l'école du sport. En plus, j'ai toujours en tête cette remarque que m'a fait le décathlonien Romain Barras une fois. Il venait souvent au match de handball à Montpellier. Et il m'a dit, c'est marrant parce que quand on te regarde courir, il m'a dit, tu cours comme un mec qui court un sprint. Tu es un des seuls qui court placé. Et ça se voit que tu as fait de l'athlétisme en fait. Donc ça m'a fait rigoler un peu cette petite anecdote. Et en ayant eu un papa qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, le haut niveau, c'était tout de suite un objectif pour toi assez tôt? Non, pas du tout. Moi, déjà, pourquoi j'ai arrêté l'athlé au bout d'un moment, après en avoir fait plusieurs années, parce que je préférais être au handball et justement m'amuser au ballon avec les copains plutôt qu'être sur un stade à attendre mon épreuve un peu tout seul parfois. Donc justement, moi c'était le côté ludique qui m'intéressait. J'étais pas dans l'optique plus tard je vais être handballeur professionnel. En fait, ça s'est fait naturellement, petit à petit, mais c'est vrai que on me le rabâchait sans arrêt depuis que j'étais jeune. On m'a dit mais de toute façon, t'es voué à finir en équipe de France. Tu vas finir en équipe de France. J'étais bon. À chaque fois que j'étais dans un niveau, je jouais avec le niveau supérieur. J'avais des facilités, donc. Tu te posais des questions à ce moment-là? Je me dis ça doit être assez dur à gérer quand il y a autant d'attentes, quand on te dit, de toute façon, toi, tu finiras en équipe de France. Il y a quand même beaucoup de pression sur les épaules. Est-ce que tu l'as ressenti un peu comme ça, toi, William? Non, pas du tout, parce que moi, je prenais du plaisir et que... T'es pas dans le calcul? Non, je n'étais pas dans le calcul et que j'ai toujours pris plaisir à gagner, en fait. Donc, je prenais du plaisir à être le meilleur. Donc, je n'étais pas en train de calculer est-ce que je vais jouer là, est-ce que je vais faire ça. En fait, ça a commencé un peu à se mettre en place quand j'ai intégré le sport-études à Nice. J'ai vraiment commencé à prendre conscience que je pouvais faire du handball mon métier. Je sais qu'en plus, toi, tu es fidèle quand même à tes premières couleurs, hein, tu es parrain du handball des collines. C'est important pour toi de t'investir dans tes clubs formateurs, de ne pas oublier d'où tu viens, quoi. Oui, parce que quoi qu'il arrive, en plus j'ai toujours des connexions justement avec les gens entre guillemets et aussi avec qui j'ai pu commencer le hand. J'ai joué souvent, les gens ont la vision des sportifs de haut niveau, voir les mecs jouer dans des grandes salles remplies, mais au final on a tous commencé aussi dans un petit village, sur un petit terrain. Moi j'ai commencé le handball, c'était en extérieur, hein, c'était même pas dans un gymnase, c'était sur du goudron à l'extérieur. Donc je sais où j'ai commencé. Quand on me demande un service, si je peux rendre service, justement, aller voir peut-être des fois des gamins à l'école ou aider une association, j'essaie de le faire avec plaisir en fonction aussi de l'emploi du temps et de mes disponibilités. Mais en tout cas, c'est un plaisir de le faire. Mais tu sais quoi, le parrain du handball des collines a le droit à un petit message. On écoute ça. Salut William, on nous a demandé de dire un petit mot à propos de toi. Cédric et Stéphane, qui sont tes premiers coachs quand tu étais enfant, ne sont pas là aujourd'hui. Donc là, on est tous les garçons et les filles des seniors du handball des collines. On voulait juste vous poser une petite question. On a les filles qui sont qualifiées pour les 16e de finale de Coupe de France dans 15 jours. Et les garçons, ils ont aussi cet objectif-là. On voulait se demander si après ta carrière, tu ne voudrais pas nous rejoindre pour essayer de nous aider à aller à Bercy pour faire une finale. Tiens, voilà. Avant de répondre à la question, tu nous dis quand même qui c'est, William, cette personne qui t'adresse le message? C'est David Venturelli qui s'occupe justement, qui a créé le handball des collines et qui justement gère au quotidien ce club. C'est pas évident, il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas c'est un passionné et c'est bien qu'il puisse en faire profiter les gens justement dans ce petit village qui est au Rouret, juste à côté en plus de chez ma mère. Et alors, la réponse à la question? Et la réponse à la question, c'est non. Le jour où j'arrêterai ma carrière, j'arrêterai et je ne me remettrai pas sur un terrain de handball parce que déjà, je considère que c'est dangereux. Parce que quand on a joué au niveau et que tout le monde t'a regardé un peu aussi à la télévision tout le temps, je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour essayer de vouloir se faire la main sur faire un peu son exploit de carrière, entre guillemets aussi, et d'essayer de te mettre un gros contact ou quelque chose comme ça. On fait quand même un sport de contact, donc je considère que c'est un peu dangereux d'essayer d'aller dans les clubs, dans les plus petits clubs en fin de carrière. Et donc tes premiers coachs, hein, donc, qui n'étaient pas là à ce moment-là, donc Cédric Venturelli et l'autre? Et Cédric Fratani aussi. Okay. Et donc
Eux, alors c'est eux qui t'ont fait découvrir le handball. David, justement, me disait que quand tu étais petit, tu étais réservé, introverti, et surtout que tu jouais beaucoup pour les autres. Ouais, introverti, oui. J'étais beaucoup plus timide que maintenant. Ouais. Je jouais beaucoup pour les autres, oui, parce que justement, mon plaisir, c'était de jouer avec mes potes. Donc, après, je ne sais pas quelle image on peut avoir de moi quand j'étais petit, hein, parce que j'ai aussi, je pense que je tirais quand même aussi souvent. Donc, non, je sais pas. Ça, c'est à eux de le dire, c'est pas trop à moi. T'inquiète, on va prendre des souvenirs plus récents, William. On va ouvrir ensemble l'album de ta carrière. On va te proposer quelques photos qui vont te rappeler des souvenirs. Et à partir de ces photos, on va discuter ensemble, toi et moi. Ok, ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti. La première photo, tiens. Allez, les cheveux courts. Début pro à Montpellier, enfin premier contrat pro, là on est en 2008. T'as 20 ans. Devenir pro, William, on sait que c'est voilà, un chemin semé d'embûches pour certains. Toi, j'ai l'impression que ça a plutôt été assez simple, presque. Tu as passé les étapes sans trop avoir de difficultés pour accéder à ce niveau-là. Ouais, ça s'est fait un peu dans la suite naturelle. J'avais intégré le sport-études de Nice. Sport-études de Nice, ensuite, il y a Patrice Canaillé qui m'a appelé pour que je vienne intégrer le centre de formation à Montpellier. À l'époque, Montpellier était le club qui gagnait tout, avec tous les internationaux, justement. Ouais. La moitié des gars de Montpellier étaient en équipe de France. Là, on est en 2005, c'est ça? Tu intègres le centre de formation? Ouais. Donc, quand Montpellier t'appelle, c'est difficile de refuser, surtout qu'à l'époque, les matchs étaient diffusés. Les matchs qui étaient diffusés à la télé c'était pratiquement que Montpellier à chaque fois. Donc, quand Montpellier m'a proposé de venir, je n'ai pas réfléchi beaucoup, j'y suis allé. Et c'est vrai que ça s'est fait assez vite. J'ai joué avec le centre de formation, mais dès ma première année, en fait, même avec le centre de formation, j'ai intégré le groupe pro et je ne les ai jamais vraiment quittés. Donc, mon premier contrat pro était 2008, tu as dit, il me semble. Ça. Mais en fait, j'ai commencé à jouer dès la saison 2005-2006, je jouais déjà avec les pros en fait. Tu te rappelles, tu as un souvenir marquant de tes premiers entraînements ou de ton premier match avec le maillot montpellierien? En pro? Ouais. Ouais. Je sais que j'avais fait on faisait des exercices de 1 contre 1 et il y avait Damien Kabengele qui était un défenseur très rugueux à l'époque et je lui mets vraiment un énorme vent, je lui mets un rond de bras, il est à l'ouest complet avec tous les mecs qui gueulent à côté. Ouais, ce qu'il t'a mis, sauf qu'en fait il avait toujours sa main sur mon ventre. Et il était très énervé que tout le monde le chambre et en fait il m'a ramené d'un seul coup et il m'a mis sur le cul en fait avec une bonne clé de bras, le truc qui se fait absolument pas, mais enfin, juste par amour propre pour dire ok, tu m'as peut-être mis un vent, mais t'es pas allé jusqu'au but, gamin, ouais. Donc ça c'était assez drôle. Oui, parce que c'est vrai que tu l'as dit, hein, tu arrives dans cet effectif qui domine outrageusement le championnat. Hein, à l'époque, il y a Montpellier et puis il n'y avait pas le PSG, donc il y a Montpellier et Chambéry hein, qui se tirent un peu la bourre chaque saison. Mais Montpellier domine malgré tout, une équipe bourrée de stars. Toi, tu as des difficultés à t'imposer dans ce groupe parce que, tu vois, là, tu le dis sur... alors, c'est une petite anecdote marrante, mais t'arrives, t'es un jeune, t'as les dents longues, t'as envie de prouver, mais t'as aussi les anciens qui sont là, installés, et qui veulent leur place. Ben, en fait, je m'intègre vraiment très bien. J'ai pas de souci d'intégration. Je suis accepté vraiment très rapidement. Malgré mon âge, j'ai déjà la mentalité un peu des anciens. Je suis capable, même à 17 ans, je vais les vanner sans problème. Je m'en fous que tu sois champion du monde ou ce que tu veux. Si j'ai besoin de te vanner, je te vanne. Je montre que j'ai du répondant, que j'ai de l'orgueil. Après, ce qui n'était pas simple, c'est les premiers entraînements, parce que c'était quand même une génération, comme tu l'as dit, si tu voulais intégrer le groupe, fallait prouver. Donc, même si tu étais un jeune talentueux, et même si moi j'ai quand même gagné ma place assez rapidement dans ce groupe, mais il y a des entraînements, je rentrais chez moi, enfin même des fois j'avais pas envie d'aller à l'entraînement parce que des fois ils te faisaient comprendre que ça allait être dur si tu voulais vraiment ta place. Donc même on va dire des fois c'est certains professionnels qui faisaient la faute, c'était pas toi, ils te faisaient croire que la faute était pour toi. Donc mentalement il fallait s'accrocher et c'est pour ça que tout le monde n'a pas réussi à cette époque dans l'équipe de Montpellier parce que certains n'arrivaient pas au niveau mental à suivre aussi cette génération-là. Et tu te raccrochais à quoi justement? Tu parles du mental. Je sais pas, est-ce que peut-être ça se faisait moins que maintenant à l'époque, mais est-ce que tu étais suivi là-dessus? Est-ce que tu pouvais
en parler de ce que tu vivais, rien de grave hein, évidemment, mais tu vois, de parler un peu de ce moment où toi tu essayes de t'imposer dans un groupe bourré de stars et où on essaye un peu aussi de te faire comprendre que tu dois rester à ta place. Non, je m'accrochais et au final, je prenais du plaisir dans cette difficulté-là. En fait, c'était une difficulté, mais ça t'a boosté quoi. Mais ouais, pour moi, c'était un booster. Donc, je prenais du plaisir. C'est ça qui m'a permis d'être un gros compétiteur, encore plus que je ne l'étais auparavant. Je me disais, bon, le talent je l'ai, j'ai ma place dans ce groupe. Mais maintenant, il faut que je montre aux autres aussi que niveau mentalité, je suis là. Donc, mais c'est pour ça que je pense que c'est même une des périodes que je préférais parce que je me sentais vraiment la mentalité de la génération d'avant moi, en fait. Tu vas me dire si je me trompe, mais à t'écouter parler, j'ai pas l'impression que toi, quand tu étais plus jeune, tu as été forcément très fan de joueurs de hand que tu as pu côtoyer par l'avenir. Je l'ai jamais été. Voilà, je le vois un peu dans tes propos. J'étais plus fan d'un Michael Jordan oui, je lisais les magazines de hand, je regardais un Jackson Richardson comme tout le monde, j'adorais. Mais j'étais pas spécialement fan d'un joueur de hand, non. Quand tu arrives à Montpellier, en fait, tu te dis pas « Ah, waouh, lui, il est là. Ah, waouh, lui, il est là. Je le regardais quand j'étais jeune. » ou Si, y a pas ça. Ça, on se le dit. Si, ça, on se le dit un peu, forcément. Quand c'est des mecs qu'on voyait plus à la télé et qu'on les voit en vrai, on se le dit. Ouais. Pour moi, on va dire, le joueur le plus magique de l'époque, justement, qui est celui que je trouvais qui faisait des trucs fantastiques, c'était Grégory Anctil. Parce que je trouve qu'au niveau qualité de handball et de folie sur un terrain, c'était vraiment un ailier extraordinaire. Donc, si j'avais un peu cet effet-là, mais j'idolâtrais pas quelqu'un en particulier en tout cas. William, impossible de parler de ce club sans parler du coach emblématique, Patrice Canaillé, qui a pris d'ailleurs sa retraite en juin 2024, après 30 ans au club, 42 trophées. Comment il était au quotidien? On a parlé de Claude Onesta tout à l'heure, qui était un coach assez dur. Patrice Canaillé avait aussi son caractère. Je suppose que tu vas pas me contredire là-dessus. Quelle relation, toi, t'entretenais avec Patrice Canaillé? Quand on est avec Patrice Canaillé, on n'a pas trop de relation en fait avec lui. Okay. Justement, parce qu'au niveau humain, c'est quelqu'un de très difficile qui est très. Met une barrière. Je ne sais pas s'il met une barrière, mais en tout cas, c'est toujours très carré, très protocolaire. C'est quelqu'un qui était aussi très maniaque dans sa manière de gérer les matchs. Donc, c'était vraiment un peu toujours le même schéma, toujours la même chose, toujours carré. Après, très gros travailleur, très perfectionniste, très grand tacticien niveau handball. Il décryptait les images et il te faisait comprendre sa manière dont il voulait qu'on joue les matchs. Et il avait souvent de bonnes analyses. Et si on regardait ses temps morts à Patrice, c'était toujours. Tu voyais que tout était précis, rien n'était laissé au hasard. Mais c'est vrai que comme personne à côté, les relations, c'était souvent bonjour. Il y avait peu de discours vraiment avec Patrice. Mais avec le recul et avec l'âge que j'ai pris aussi, maintenant, c'est quelqu'un que j'apprécie toujours de voir parce que j'ai encore pas mal à Montpellier. C'est quelqu'un que je croise encore parfois. Et en tout cas, j'ai toujours plaisir à le voir parce que ça a été quand même mon premier entraîneur en professionnel. Et pour moi, c'est peut-être si ce n'est le meilleur coach que j'ai eu. Ouais, parce qu'en club, tu as aussi joué au PSG Handball, à Aix, à l'étranger. Maintenant, tu joues à Saran. Montpellier, ça reste tes plus belles années dans ta carrière, William? C'est là où tu as passé le plus de temps, mais est-ce que ça reste tes plus belles années? Sans doute, parce que premier contrat pro dans la meilleure équipe de France à l'époque. J'ai fait partie aussi de la génération qui a commencé les matchs de Ligue des Champions dans la grande arena de Montpellier. J'ai fait partie aussi de la génération qui a commencé à gagner les matchs en Ligue des Champions à l'extérieur. Parce que les générations d'avant, en fait, souvent, on voyait Montpellier mettre des grosses fessées au club à domicile, mais sans prendre de grosses à l'extérieur. Et si je dis pas de bêtises, on a peut-être été la première équipe de Montpellier à gagner à Vesprem, à gagner dans ces clubs-là. En fait, j'ai fait partie de la génération qui a commencé vraiment à gagner dans les grands clubs en Europe. Donc, et il y avait aussi un grand projet, c'était de former une équipe avec Omeyer, Karabatic, et on devait aussi avoir une grosse équipe. Il y avait un gros projet à un moment donné pour faire vraiment de Montpellier une des grosses plateformes européennes. Ouais, et puis en plus, la longévité est dingue, parce que même encore maintenant, alors
Paris, évidemment, domine le championnat, mais Montpellier est encore là. C'est là qu'on se rend compte vraiment de la structure incroyable qu'est ce club de Montpellier en parlant du handball. On va passer à la prochaine photo qui va te rappeler aussi des bons souvenirs, William, je pense. Tu étais jeune là-dessus. Le 19 mars 2009, face au Portugal, lors des qualifications à l'Euro 2010. C'est ta toute première sélection, ton tout premier match en équipe de France. Ouais, j'étais pas coiffé surtout. Ouais, c'était au Portugal, ouais. Je mets 2 buts, Exactement. il me semble. Je crois que je mets 2 buts. Et je parle un peu avec Jérôme Fernandez à la fin du match. Il me dit quelque chose comme bien joué et tout. Moi, j'étais content. Ouais. Donc, Tu as l'air très détaché, mais alors tu as du recul. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'était vraiment ça? Toi, tu apprends ta sélection, tu enfiles le maillot bleu ouais, pour la non, première fois, ça reste... Ah ouais, non, je sais pas, je jouais sereinement, j'avais pas de pression outre mesure. Enfin, pour moi, j'étais avec des potes et je jouais avec des potes. Donc voilà, mais c'est comme si là, maintenant, tu me redemandes c'est quoi mon premier match en première division, je suis même pas sûr de me rappeler. Ouais. Il me semble, si je dis Par exemple, pas de si bêtises, là- ça devait être peut-être contre Villefranche, mais Ouais. je sais même plus en fait. Si là, je te demande un souvenir de ton premier but que tu as inscrit en équipe de France, tu t'en rappelles l'action à peu près, Non, comment pas du c'était? tout. Ah, pas du tout, ouais. je sais pas. Ouais, c'est pas quelque chose à laquelle tu accordes une grande importance. Toi, c'était vraiment être là, te faire plaisir, porter le maillot. Ouais, non, c'était prendre du plaisir. Et je savais qu'il y en aurait d'autres qui arriveraient derrière. Donc, non, c'est pas. J'oublie vite ces choses-là. Et là, c'est pareil, tu arrives en équipe de France, c'est un peu comme à Montpellier. Il y a des meilleurs joueurs du monde quasiment à chaque poste, une équipe qui vient d'être championne olympique, qui vient d'être championne du monde aussi. Tu as un peu le même état d'esprit quand tu arrives à Montpellier? Tu te dis, oui, j'arrive dans un groupe bourré de stars, mais moi, je suis William Cambrai et je compte bien m'imposer, quoi. Ouais, j'ai un peu le même état d'esprit. Bah, d'ailleurs, c'est Patrice, la première fois que je suis en équipe de France, avant d'y aller, c'est Patrice qui me l'annonce sur un déplacement. On se met en place dans le bus pour aller en déplacement. Il me dit tiens, Claude m'a appelé, il va te prendre pour la prochaine sélection d'équipe de France. Donc, ouais, j'étais content. Ouais, bah après, c'est le même effet que quand j'arrive à Montpellier. Hein. C'est que des internationaux, les meilleurs joueurs du monde. Alors après, ça a été un peu difficile aussi au début parce que au final, j'intègre l'équipe de France en 2009, mais ma première compétition officielle, c'est 2011. Ah. Donc la compétition de 2009 et de 2010, je les ai pas vécues. Donc ça a été un peu, entre guillemets, aussi une souffrance parce que c'est pas facile à vivre quand tu fais une prépa entière avec une équipe et que tu vas pas à la compétition derrière. Ouais, donc 7 mars 2009, attends, une semaine avant ton premier match en équipe de France, est-ce qu'on peut redire? On me donne quelques infos dans l'oreillette qui sont très intéressantes te concernant, William. Voilà, vous vous imposez avec Montpellier à Veszprém, et c'était la première fois de l'histoire du club, c'est la seule fois de l'histoire où vous réussissez à vous imposer à Veszprém. C'est quand même une performance énorme, ça. Ouais, et en plus, on gagne avec une équipe de jeunes. Tu vois. Parce 23-22. Parce que dans cette équipe-là, si je dis pas de bêtises, il y avait Rémi Salou, Adrien Dipanda. Je crois qu'il y avait beaucoup de blessés à Montpellier, ou alors quelques-uns avaient été mis en pause, je ne sais plus. Et vraiment, avec une équipe de jeunes, je ne vais pas dire on domine Veszprém, mais enfin, on va gagner à Veszprém. Et personne ne nous attendait, on a gagné là-bas. Donc, ouais. On revient sur l'équipe de France. Tu nous parlais de 2011. Tu as dû patienter avant de disputer ta première compétition. Ben, ça tombe bien. C'est la prochaine photo. J'aimerais que tu visionnes et on va en discuter. Parce que moi, je te le dis personnellement, c'est mon meilleur souvenir sportif en tant que fan de handball à l'époque. Voilà, on te voit entre deux Danois. C'était tout simplement une compétition complètement dingue. Vous vous imposez contre le Danemark après prolongation 37-35. Comment tu l'as vécu cette première compétition officielle avec le maillot bleu? Bah, très bien, parce que déjà, j'étais content d'y être. Et c'est vrai qu'au final, première compétition, première médaille, et la plus belle de toutes en plus. Donc avec justement ce scénario un peu incroyable à la fin, où la sensation que le match est interminable. Donc ça a été vraiment le sens un peu du devoir accompli, d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Surtout que la compétition, un mondial, ça peut paraître long des fois. Donc c'était contraignant pour le corps, pour le physique. Tu arrives en quart de finale, tu as déjà mal partout. Le dernier match, en plus, c'est vraiment un gros combat. Hein. Ça met des coups, ça joue très bien au handball, mais ça joue énormément physique.
Je crois qu'il y a l'ancien intendant Michel Barbeau, paix à son âme, qui regardait ce match d'ailleurs. Il a sauté à un moment donné de sa chaise, qui s'est replié, il est tombé à la renverse, et il s'est ouvert la moitié du crâne. Ah oui. Quelqu'un a dû lui mettre une agrafeuse, lui mettre des agrafes sur le crâne à ce match-là. Ah oui, d'accord. Donc c'était assez drôle, mais c'est marrant de voir cette photo parce que, alors je sais pas si c'est cette photo ou une autre, mais j'avais été élu meilleure photo du mondial. Ah bah, tu vois. C'est Stéphane Pillot qui, je crois, qui avait pris la photo et première compétition et on avait élu sa photo avec moi dessus qui avait été élu plus belle photo du mondial. Et d'ailleurs, on va continuer à en parler de ce championnat du monde 2011. On va se mettre un peu dans l'ambiance avec une musique qui va te rappeler des souvenirs, William. Forcément, Final Countdown, une musique, un peu voilà, la musique qui vous a bercé pendant toute cette compétition, j'ai envie de dire. Mais surtout, en fait, tu sais, William, on dit souvent, quand on parle des athlètes, la phrase un peu bateau, le groupe vit bien. Moi, j'ai vraiment eu, en tout cas devant ma télé, quand je regardais ces championnats du monde 2011, j'ai eu cette sensation-là, que c'est une bande de potes qui s'éclatent, qui s'amusent, comme si vous aviez 12-13 ans et que vous jouiez au handball, mais qui est championne du monde. Ouais, mais alors c'est Manu Roux qui nous avait fait un peu cette... il nous avait fait une espèce de vidéo et il commence à nous tendre des perruques, des perruques frisées. Il nous dit faites des mouvements de tête comme ça, on va mettre cette musique en fond. Alors nous, quand l'attaché de presse de l'équipe de France à l'époque nous dit bon, va un peu avec le journaliste. Le journaliste France Télévisions, hein, Manu Roux, spécialisé dans le hand. Oui, et justement, chacun on pensait à chaque fois que on va faire une interview, une petite vidéo un peu bateau. Et au final, non, ça a été un truc. Et tout le monde nous en a parlé de cette vidéo parce que ça a été vraiment très drôle, ça a été vraiment complètement en décalage avec le sérieux de la compétition et en plus je sais plus quand on l'a fait, on a dû le faire avant la demi-finale. Oui, je vois, c'était à la fin de la compétition. Donc, ouais. Non mais c'était vraiment rigolo. Non mais c'est clair qu'en tout cas cette compétition m'a fait vibrer. Ça reste vraiment... c'est difficile toujours cette question de demander ton meilleur souvenir en équipe de France, mais ça doit être l'un des plus marquants, non? Lequel 2011. La victoire, ouais. C'est dur à chaque fois parce que moi, dans ma carrière, tout le monde me parle à chaque fois de 2012 parce que la victoire aux Jeux Olympiques, etc. Mais c'est vrai que 2011, d'un côté, ça a été la première médaille d'or, champion du monde. J'arrive pas à détacher un fait marquant en fait. Je pense qu'un jour, je vais te répondre c'est 2011, la première médaille d'or. Ouais. Un autre jour, je vais te dire 2012. Et un autre jour, je te répondrai encore, non, c'est peut-être mes souvenirs d'enfance où je m'amusais avec mes copains. Mais tu as eu l'impression d'être passé un peu dans une autre dimension après ce titre? Je parle dans le handball, hein. Est-ce que quand tu es revenu dans le championnat de France, est-ce que tu as eu l'impression que les défenses te respectaient plus, que les adversaires te respectaient plus? Non, je pense pas, parce que les défenses, je leur faisais déjà mal. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, parce que ça a été ma première compétition en équipe de France en 2011, mais ça faisait quand même 6 ans que je jouais en première division. Donc tous les joueurs me connaissaient un peu. Et, enfin, je jouais déjà aussi en Ligue des Champions contre les meilleurs joueurs du monde. Donc tous les joueurs internationaux me connaissaient aussi. Mais c'est un peu la confirmation finalement. Tu me disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, on n'arrêtait pas de me dire toi de toute façon tu finiras en équipe de France. Là tu es champion du monde. Ouais, alors une confirmation, non, mais pour moi c'était le début de quelque chose. Parce que déjà, c'est pas évident d'être dans un groupe où, quand tu es arrière-gauche, et quand tu regardes les autres arrière-gauche du groupe, tu as qui? Tu as Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez, Nicolas Karabatic. Donc en fait, tu es un arrière-gauche qui joue avec les autres meilleurs arrière-gauche du monde. Donc il faut se rendre compte aussi du collectif qu'il y avait. Donc, et c'était un collectif où il n'y a pas tout le monde qui pouvait jouer 60 minutes, vu le nombre de noms qu'il y avait dans cette équipe de France. Donc c'était déjà bien d'y être et de gagner quelque chose. Champion du monde. Et puis évidemment, l'année d'après, champion olympique à Londres en 2012. Alors des Jeux, après un résultat un peu catastrophique pour cette équipe, en tout cas, qui raflait tout à cette époque. L'Euro 2012, vous faites 11e. Et à ce moment-là, même en tant que suiveur, on se prend tous un peu une claque en se disant « Waouh, ok, finalement, les experts ne sont peut-être pas invincibles ». Comment ça a été vécu au sein du groupe, cette claque, finir 11e à un Euro C'est mal vécu parce que tu as l'impression justement d'avoir peut-être la meilleure équipe qui ait jamais eu en équipe de France, avec justement que des noms
que des noms connus, que tous les meilleurs joueurs du monde à leur poste, et tu fais vraiment une contre-performance alors que tout le monde t'attend, tout le monde te met en favori. Donc ouais, ça met une grosse claque, mais finalement, est-ce que c'est pas la claque qui nous a servi et derrière être champion olympique, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors justement, Claude Onesta, toi, il te sélectionne en tant que remplaçant, t'es 15e joueur, hein, donc en cas de blessure ou de choix du coach, tu peux intégrer le groupe. C'est pas facile, je suppose, de voir les copains s'entraîner, partir au match, et toi, tu restes un peu sur le côté. T'as souffert de cette situation au début de la compétition? C'était les premiers jeux, on rappelle. Hein. Un peu, oui. Après, je faisais tout avec le groupe. Hein. Je m'entraînais avec le groupe, je faisais tout avec le groupe. Il n'y a que les matchs que je faisais pas où j'allais dans les tribunes. Mais ouais, c'est parce que tu es aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, forcément, tu as envie de les jouer. Donc après, depuis le début, Claude avait dit bon, à partir des quarts de finale, normalement, on a le droit de faire un changement que sur blessure. Ouais. Il m'a dit donc on tâchera de blesser quelqu'un. Et on fera le changement à ce moment-là. Tu rentreras sur le quart de finale, quoi qu'il arrive, tu rentreras. Alors entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire, tu as toujours. Tu sais pas ce qui va se passer ou non. Donc, quoi qu'il arrive, tu te prépares en conséquence, sans savoir comment va vraiment se dérouler la compétition. Et puis voilà, il a fait ce qu'il avait dit, et tant mieux pour ça a aidé l'équipe derrière. Et comment ça se passait? Tu étais au village olympique avec eux? Oui, je faisais tout. J'étais aux entraînements, j'étais dans les chambres avec eux, on faisait tout. Je faisais absolument rien de différent, si ce n'est ne pas être sur le terrain pendant les matchs. J'ai lu dans un article, hein, tu vas me dire si cette histoire est vraie, qu'une chambre d'hôtel t'avait été proposée à Londres, et que toi, tu as préféré dormir dans le couloir entre deux appartements des handballeurs français sur un petit matelas. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est faux. Non, c'est faux. En fait, il y a des appartements, et les appartements, tu as des chambres fermées à la porte, ouais. Et comme dans tout appartement, tu as un espace salon, tu avais la terrasse. Et moi, juste, j'avais mon lit dans le salon, en fait. Donc, okay. Au lieu d'être dans une chambre fermée où il y avait 2 ou 3 joueurs, j'avais mon lit dans le salon. Le seul inconvénient, c'était que, en gros, j'étais toujours le premier réveillé parce que c'était Jérôme Fernandez qui se levait en premier et qui allait faire son café. La machine à café, elle me réveille forcément. Donc, j'étais tout le temps le dernier couché, le premier debout. Tu étais en chambre avec qui d'habitude dans les compètes, Xavier, en Baraché? Ça dépend. Le mondial 2011, j'étais avec Nico Karabatic. Oui. Les autres compètes, non, j'étais avec Samuel Onrubia. Ok. Bon, évidemment, voilà. Claude Onesta a respecté ses engagements. Quart de finale face à l'Espagne, match ultra important, un quart de finale dans une compétition. Voilà, si tu perds, tu ressors, tu es sûr de ne pas avoir de médaille. Donc, Claude Onesta l'a dit, on va faire en sorte de blesser un joueur. Guillaume Joly, qui a une petite gêne, va sortir du groupe, toi tu l'intègres. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là, Claude Onesta? Est-ce qu'il te donne des consignes particulières? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il ne me dit rien de spécial. Il m'a dit c'est Guillaume qui va sortir et toi qui vas rentrer dans le groupe. Et puis voilà, après le match de l'Espagne, on est solide en défense, mais très en difficulté en attaque. On ne marque pratiquement pas de but, on n'arrive pas à marquer, notamment sur la base arrière. Et même fin de première mi-temps, il me dit à un moment donné, il me dit va t'échauffer, tu vas rentrer. Et je crois que c'est Jérôme qui met un but à ce moment-là. Et du coup, au final, il ne me fait même pas rentrer. Mais c'est pareil, l'équipe continue à galérer en attaque. Et par contre, à la mi-temps, il dit bon, prépare-toi, là, tu vas commencer la seconde mi-temps, c'est toi qui vas commencer. Donc, et puis, je commence, je mets un but, puis 2 buts. Et en fait, ça. Au-delà de ma performance personnelle, je pense que ça a surtout remis en marche le groupe, quoi. Le jeu est devenu plus fluide. D'ailleurs, je crois que ma première action, c'est un décalage à Michael Guigou, si je me souviens bien. Donc, c'était pas au-delà de mes buts, c'était plus justement remettre l'équipe dans le sens de la marche. Ouais, parce ça a reboosté tout le monde, même Xavier Baraché me l'a dit à la fin du match. Il m'a dit en fait, c'est tout bête, mais dès que tu as été sur le terrain, il m'a dit mais ça m'a réénergisé, quoi. Oui, parce qu'on précise le contexte, 12-9 à la pause. Aucun tireur français n'arrive à trouver la solution face à Arpad Sterbik, qui est stratosphérique. Je crois qu'il a 61% d'arrêt à la pause. Pour un gardien, c'est complètement dingue. Toi, tu arrives en deuxième période et en une seule période, tu marques 7 buts, dont le but de la victoire. Ça, par contre, tu t'en rappelles de ce but, je suppose. Ouais. Est-ce que tu peux me le décrire, William? Y a un temps mort. Il vous dit quoi, Claude Onesta, sur ce temps mort-là? Il reste 20-25 secondes. Je sais même plus ce qu'il dit. Je sais même plus ce qu'il dit, honnêtement.
Il y a un temps mort, on fait un enclenchement, je me retrouve de l'autre côté, vers le poste d'arrière droit. Ouais. Il y a Nico enfin, là, il y a la défense qui monte à un moment donné. Je vois l'espace s'ouvrir en dessous de la défense, donc je cours en poste de pivot pour réclamer le ballon. Nico a la balle, il décide de tirer, donc il tire sur la poitrine de Sterbic. Et, enfin, je ne sais plus combien de temps il reste, je sais qu'il reste pratiquement 1 ou 2 secondes. Donc je vois la balle en l'air, je me suis dit juste saute et tu la renvoies dans les filets, quoi. Et puis voilà. Il se passe quoi? Parce que quand tu me l'expliques comme ça, évidemment, ça fait, c'était en 2012, donc on est 13 ans plus tard. Mais tu as l'air de me parler de ça comme si c'était un match, alors que c'est quand même un quart de finale des Jeux. Toi, c'est tes premiers Jeux, l'enjeu est énorme. Enfin, si l'équipe de France sort en quart, alors qu'elle reste sur un titre de champion olympique en 2008, c'est une désillusion. Donc tu permets à cette équipe de continuer à progresser dans la compétition. T'inscris ce but, qu'est-ce qui se passe? Là, t'exultes, là, c'est le bonheur absolu. Ce qui se passe déjà, c'est que je lève les yeux parce que je ne sais pas si est-ce que le but est mis dans les temps, est-ce que je l'ai mis après, donc je vois qu'il est valide, donc là, je suis content. Écoute, je ne sais pas trop. Tu sais, t'es un peu en mode sauveur de la nation, quoi, héros des Jeux. Ouais, je suppose mais qu'on t'a beaucoup dit ça. Je le prends pas comme ça. Moi, je le prends comme n'importe quel match de hand que je fais où justement je suis un compétiteur et j'ai envie de gagner le truc. Et là, je suis conscient, je sais que j'ai fait un bon match. Et en plus, c'est devant une salle de 15 000 personnes. La salle est pleine. Tu as tous les sportifs de tous les autres sports en plus qui sont venus voir ce match, je crois. En plus, il y avait vraiment beaucoup de sportifs français. Donc, et c'est drôle parce que ce match-là, je me prends un contrôle antidopage à la fin. Donc, j'ai pas envie de pisser pendant un long moment. Donc, en fait, il y a toute la salle qui se vide, même les gars de l'équipe, tout le monde se barre et je reste tout seul à la salle. Et en fait, au moment où je finis mon contrôle antidopage, il n'y a plus personne et je prends même pas le bus, je rentre à pied. Mais non. Donc je mets 20 minutes à rentrer tout seul à pied avec mon sac. Et là, c'est rigolo aussi, c'est pareil. Je regarde, j'allume mon téléphone et je crois que j'ai jamais eu autant de messages. Les messages, ça s'arrêtait pas de sonner, les réseaux sociaux, ça avait explosé. C'était rigolo. Donc après, évidemment, cette victoire face à la Croatie en demi, et puis finale face à la Suède. Comment ça se passe la veille d'une finale olympique? Est-ce que tu arrives à trouver le sommeil? Est-ce que c'est simple? Je sais même plus. Ouais. Parce que déjà, je sais que je me couchais tard à chaque fois. Non, mais je crois que j'ai réussi à bien dormir. Ouais, ça allait. J'étais pas stressé outre mesure. J'étais plutôt serein, je me suis dit, bon, on arrive en finale, il n'y a plus qu'à gagner maintenant. Ouais, puis je suppose que c'était un ressenti collectif, non? Toute l'équipe était plutôt sereine, savait ce qu'elle devait faire. Oui, je pense que le fait de passer justement l'Espagne et la Croatie, ça a été, on s'est dit, on arrive à un moment où on ne peut plus perdre, quoi. On s'était dit, c'est pas la Suède qui va nous gagner, et on ne les a pas laissés gagner, quoi qu'il arrive. Ça n'a pas été forcément les mêmes scénarios qu'avant. Je pense que la Suède, on les a quand même dominés depuis le début sur cette finale et on a montré que c'était nous qui allions être champions. Ouais, vous vous imposez 22-21, champion olympique. Là, c'est le Graal d'une carrière pour un handballeur également. J'en parlais en introduction. C'est marrant que tu dises le score parce que quand tu me dis 22-21, oui, ça paraît. Aujourd'hui, quand je regarde les scores de handball, aujourd'hui, les matchs se finissent à des 35-34. Donc c'est là aussi que je me rends compte que les défenses étaient beaucoup plus rugueuses avant aussi. C'est les défenses qui étaient plus rugueuses ou alors les attaques qui sont plus développées, ou un peu des deux peut-être? Il y a peut-être plus de jeux sur contre-attaque, mais pour moi les shooters n'étaient pas moins bons avant en tout cas. Donc c'est là que je me dis que les défenses avant étaient vraiment plus... j'avais aucune idée du score de cette finale olympique par exemple. Donc, c'est marrant, tu me rappelles des choses que j'avais zappées. Ouais, tu vois, on me dit en finale des Jeux, un 39-26 pour le Danemark. Donc les scores sont extrêmement élevés à Paris. Donc oui, je te disais, champion olympique, le Graal, et surtout que ton père, Jacques, a fait 2 fois les Jeux, en 72 et 76. Je ne sais pas si tu fais le lien ou si, tu vois, c'est un truc de famille où tu étais encore plus fier d'être champion olympique avec le parcours qu'a eu ton père? Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est plus mes parents qui étaient fiers de ça que moi je ne l'étais en fait. Moi j'ai pris ça comme c'est cool, je suis champion olympique. Ah ouais. Ouais. Non mais c'est intéressant de voir, tu sais, nous on reçoit beaucoup d'athlètes ici de plein de disciplines différentes. Là, on en a reçu des qui ont disputé les Jeux de Paris. Je pense à Manon Apiti-Brunet qui a été championne olympique d'escrime, qui est arrivée sur le plateau, mais comme si c'était le rêve d'une vie qui s'est réalisé. Toi, j'ai l'impression qu'il y a un détachement. On s'est amusé, c'était cool. On est champion olympique, ouais, voilà, c'est cool.
Ouais, j'ai l'impression. Même sur le moment, tu réagissais comme ça. Ouais, je prenais ça comme une continuité des choses. En fait, je me suis dit, j'ai fait champion du monde, maintenant, il faut que je fasse champion olympique. L'équipe de France était championne olympique à l'Olympiade d'avant, il faut que je fasse la même chose. Et puis voilà, et puis une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Mais là où je me suis rendu compte plus de l'impact, c'est quand on est revenu un peu à la vie normale, entre guillemets. C'est vrai que la redescente, elle est compliquée parce qu'au final, j'ai pas été chez moi pendant 2 mois et demi, 3 mois. J'arrive chez moi, mais en fait, j'arrive chez moi, il y a du monde devant chez moi, il y a des amis, il y a de la famille. Donc, je suis déjà crevé parce qu'on a fait la bringue en gagnant les JO. On revient en France, il y a des cérémonies à Paris avec les sponsors, avec tous les sportifs, machin. Donc, là, tu fais encore un peu la bringue, donc tu es fatigué de 2-3 jours déjà, tu rentres enfin chez toi, tu dis bon, ça va être plus calme, mais au final, tu as des gens qui t'attendent chez toi avec des bouteilles de champagne, tu as dormi 3 heures en 3 jours, là tu dis ça va jamais s'arrêter, donc c'était rigolo un peu, mais c'est là que tu te rends compte de l'impact que ça a eu aussi sur les gens autour de toi. Et ça t'a fait du bien du coup, le retour un peu à la normale, à une vie plus classique en tout cas après les Jeux? Ouais, oui, comme je dis, je pense que quand tu deviens champion olympique, c'est un peu le Graal. Donc je pense que la redescente, elle est un peu compliquée. J'avais vu des interviews justement de sportifs après les JO de Paris. Ils ont dit, mais il m'a dit, on vit des trucs qu'on aurait dans nos sports. Enfin, il n'y a pas un tel engouement pour nos sports. Donc on peut vivre ça que pendant les JO. Et là, on gagne une médaille aux JO et il se passe ça. Et en fait, t'es dans ta bulle, sur une autre planète. T'as pas envie que ça s'arrête en fait. Et c'est vrai qu'il y a cet effet-là. J'ai connu pas mal de sportifs qui ont mal vécu les après-Jeux Olympiques parce qu'ils ont vécu quelque chose de fou et ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Et c'est vrai que tu retombes un peu dans la vie plus calme, peut-être dans d'autres sports aussi, dans un peu plus d'anonymat. La célébration, Usain Bolt sur le podium, ça vient de qui l'idée? Je sais plus. Je sais qu'on en a parlé juste avant d'aller sur le podium en tout cas. Il y a une petite tradition en équipe de France, c'est de faire toujours un petit truc. Justement, à l'époque des barjots, il y avait les trucs avec les bérets, la baguette. Il y a toujours eu des petits trucs un peu. Et là, Usain Bolt était en pleine exposition et c'était un peu un symbole de victoire ce qu'il faisait. Donc, je ne sais plus qui a lancé l'idée, mais on s'est dit on va faire ça. Et la complexité du truc, c'était de le faire tous dans le même sens. Oui, parce que s'il y en a un qui se loupait sur la photo, il est de l'autre côté. C'est bon, on a été pas mal. Ouais, ça va, c'est pas mal. En tout cas, cette médaille, forcément, vous alliez à vie ce groupe. Je sais pas, vous savez, tu vois, entre vous faites des bouffes de temps en temps, vous vous retrouvez tous ensemble, vous avez un groupe WhatsApp, j'en sais rien, tu vois, un truc du genre? Non, même pas. Je pense qu'il y a même certains joueurs qui se parlent même plus, honnêtement. Toi, tu es encore en contact avec certains du groupe là? Ouais, avec pas mal. De temps en temps, quand j'ai un peu de temps de libre, j'essaie d'aller voir le match des copains au PSG à côté. Quand je suis à Montpellier, si j'ai un peu le temps, je vais à Montpellier. Donc ça dépend où je suis et ça dépend mon emploi du temps aussi. Mais ouais, j'en vois quelques-uns de temps en temps. Ouais. Bon, héros des Jeux, enfin non, je dis pas héros parce que t'aimes pas trop, mais en tout cas, voilà, t'as réalisé des Jeux Olympiques, vous avez réalisé des Jeux Olympiques monstrueux, champion olympique en 2012, mais 4 ans plus tard, tu ne disputes pas les Jeux de Rio à Rio, forcément. Tu te blesses au genou, donc une grave blessure qui te tient éloigné des terrains assez longtemps, t'es pas sélectionné. Comment tu le vis? C'est un peu du rêve au cauchemar, quoi, non? Un peu, ouais. En fait, je me fais les ligaments croisés sur la saison d'avant et je reviens un peu je fais ma rééducation, tout ça, et la saison est compliquée. Le PSG change d'entraîneur, ils font venir Noka Serdaruzic, qui est quelqu'un quand même d'assez dur et qui jouait avec, on avait au PSG, on avait un très gros groupe, mais il jouait pratiquement qu'avec 9-10 joueurs. Donc, et moi, je revenais d'une grosse blessure, donc pas énormément de temps de jeu sur le moment où je reviens. Et quand on revient d'une grosse blessure, ce qu'il faut justement, c'est au contraire, c'est jouer pour reprendre du rythme. Reprendre du rythme, que le corps se réhabitue. Donc, je suis sélectionné pour la prépa des JO. Je fais la prépa des JO, mais même moi, je sens que je suis encore un peu boitillant sur les entraînements et que j'ai de l'appréhension. Donc, je me prends un peu une porte dans la gueule lorsqu'il dit que je ne suis pas sélectionné. Là, c'est vrai que je m'y attendais forcément parce que je le voyais, même moi aux entraînements, que j'étais pas apte à y aller.
Comment il te l'annonce? Il t'appelle? C'est un truc que tu vois dans les médias? Il fait une réunion d'équipe juste avant le rendez-vous avec les médias. Il dit ceux qui vont être pris ou ceux qui vont pas être pris. Et il enchaîne avec le rendez-vous média derrière. D'accord. Donc ouais, là en fait, en plus, vu qu'il y a le rendez-vous média derrière, ça veut dire que les articles de journaux et tout sortent, on va dire, une demi-heure après dans la foulée. Donc là, tu reçois les messages. Et en fait, j'avais même plus envie de répondre j'avais même pas envie de répondre à ma famille. En fait, je recevais des messages et pourquoi et machin. Et, enfin, c'est pas un super moment, quoi. Non, mais ce qu'on retiendra en tout cas, William, c'est comme je le disais au début de l'émission, champion d'Europe, triple champion du monde, champion olympique. William, je vais te poser quelques questions à la volée, ok? Tu dois répondre assez rapidement. Ouais. Ça te va? Ouais. Le joueur le plus fort avec lequel tu as joué? Nico Cara. Le joueur le plus fort contre qui tu as joué? Contre qui j'ai joué? Ouais. Il y en a beaucoup. À la volée, elle est dure cette question. Qui t'a posé le plus de difficultés? Ça va, c'est bon signe déjà si tu galères. Ouais, c'est dur. Franchement, allez, t'as un joker si tu veux. Ouais, je dirais Didier Dinard. Ouais, ok. Quand il joue à Ciudad Real en défense, très, très très fort. Patron de la défense. Le gardien qui t'a posé le plus de difficultés? Aucun, je l'aurais tous mis en misère. Le coéquipier le plus drôle que tu aies eu dans le vestiaire? Greg Anctil, très très marrant, très très bout en train. Ah, ok. L'équipe contre laquelle tu adorais jouer? J'adorais Chambéry, à l'époque des grands duels, Montpellier-Chambéry. J'adorais ces matchs-là. L'ambiance la plus folle que tu aies vécue? Quart de finale Ligue des Champions à Bougnols, on jouait contre les Russes de Tchekhov et je me rappelle, ça faisait un tel boucan que j'entendais pas Issam Tej qui était un mètre à ma droite et ce qu'il me disait, on n'entendrait vraiment rien sur le terrain. Incroyable. Le plus gros trash talker que tu aies croisé, un mec qui arrêtait pas de brancher sur le terrain? Le gardien Henning Fritz. Mais j'aimais bien, je pense justement il fait partie de ceux qui ont lancé un peu le fait d'haranguer les joueurs un peu comme Thierry Omeyer. Ouais. Je pense que c'est parti de ces mecs-là un peu. La pire galère ou l'anecdote la plus marrante en déplacement ou en compète? Si t'en as une en tête. Que le coach adjoint ait dormi dans la rue. Attends, vas-y, bah, donne des détails là. Ouais, on joue en Ligue des Champions, il y a une soirée un peu arrosée et je crois que un peu trop de verre. Un des coachs adjoints était resté faire une petite sieste au bord d'un immeuble. Ouais, c'est la fête chez l'handballeur aussi, ça y va. Un coéquipier qui avait un rituel complètement loufoque, un peu bizarre avant des matchs? Ouais. Vít Kavtičník, il avait Déjà, il faisait toujours les mêmes gestes quand il se changeait dans le vestiaire. Il attachait toujours un bout de strap à côté de sa place et puis il jouait toujours avec le même slip et il fallait que ce soit ce slip là. En plus ce slip était horrible et je me souviens que Nico Karabatic, qui est un de ses meilleurs amis en plus, un jour de l'époque où ils jouaient à Kiel ensemble, il lui avait découpé son slip et je crois qu'il lui avait vraiment fait la gueule, mais pendant un long moment. Donc, Michy Batshuayi, je sais pas si tu suis un peu le foot, mais il fait la même chose, il a un caleçon Bob l'éponge. Ouais. Voilà, tu vois. Toi, t'avais un rituel un peu avant les matchs, une petite superstition? Non, moi j'aime bien conjurer le sort justement. Donc moi je suis le premier, si je vois un échafaudage, je suis le premier à aller en dessous en fait. Donc, Allez, si tu devais choisir un seul match à rejouer, lequel ce serait? La finale de la Ligue des Champions avec le PSG parce qu'on perd d'un but à la dernière seconde et que c'est le seul titre qui me manque. Ouais, face au Vardar Skopje. Le coach qui t'a le plus marqué, en bien ou en mal? À toi de me dire. Pas facile, hein. T'en as eu Claude Onesta, Patrice Canaillé, Serdar Uzic, mais là c'est plus en mal peut-être. Ouais, bon, en bien, je dirais Patrice Canaillé, en mal, ouais, peut-être Serdar Uzic. Ouais. Ouais, t'as été bon. William, on va, pour conclure quand même cette émission, un petit point actualité, puisque tu joues encore en handball. À 36 ans, tu joues à Saran depuis 2023. Cette saison, donc, le club évolue en Pro League, c'est la 2e division du handball. Vous êtes 3e ex-aequo actuellement. L'objectif, c'est clair, c'est de remonter dans l'élite? Ouais.
C'est de remonter. Alors, on n'a pas fait un début de saison top parce qu'on a eu un tiers de l'équipe blessée à un moment donné. Il y avait 7 nouveaux joueurs, le temps que tout le monde comprenne un peu les schémas du coach. Et là, on s'est remis un peu dans le bain. Donc on est en train de gratter, de revenir au fur et à mesure. Et clairement, oui, l'objectif, c'est qu'avant qu'il y ait les playoffs, d'essayer de finir à la première place pour justement s'éviter ces playoffs-là en fin de saison. Quel est ton rôle, toi, William, là, dans l'équipe actuellement, à 36 ans, avec la carrière que tu as, le palmarès que tu as? Mon rôle, je ne sais pas. Je pense que ça serait plus à l'entraîneur de le dire. Mais toi, comment tu le ressens? Moi, j'essaie justement de faire ce que j'ai toujours fait, d'être performant sur le terrain, que ça soit sur des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Donc forcément, quand on arrive à un certain âge, on compte moins sur toi que quand j'avais 25 ans. Donc mon rôle est un peu redistribué. Le coach essaie justement d'avoir un jeu avec des joueurs plus jeunes et tout ça. Donc moi, j'essaie d'apporter ma pierre, d'apporter ce que je sais faire pour pouvoir en tout cas faire en sorte que l'équipe ait les meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a toujours la même passion pour le handball ou est-ce que la tête et le corps commencent à s'user un petit peu, William? Un peu moins parce que ouais, c'est peut-être je crois que c'est ma 20e saison en professionnel, que je joue en professionnel. J'ai commencé à 6 ans, donc ça fait quand même un bon bout de temps que je fais du handball. Donc la passion, non, honnêtement, la passion, c'est plus la même. Après, oui, je prends toujours du plaisir à être sur un terrain, à marquer des buts, à gagner des matchs. Ce plaisir-là, je l'ai, mais je peux pas dire que mon intérêt pour le hand n'est pas le même maintenant qu'il y était, il y a 10 ans en arrière. Tu te donnes encore combien de temps? C'est quoi l'objectif? Je me donne encore 1 ou 2 ans, grand maximum. Je suis encore performant, je suis capable de faire de belles choses encore, j'en ai encore un peu sous le pied. Donc, et puis aussi le fait de parler avec plein de joueurs qui ont pris leur retraite. Je parlais encore avec Lucas Ballot récemment. Il m'a dit tant que tu peux continuer, continue. On a dit honnêtement, c'est pas la même vie derrière, donc profite, même si ouais, c'est pas la même passion à la fin qu'au début. Il me dit mais profite encore des années qui te restent, si tu peux encore en faire, fais-les. Tu redoutes ou pas? Ça te fait peur ou pas la fin d'une carrière de sportif de haut niveau? C'est une grande partie de ta vie quand même. Je dirais que non, mais je pense que quelque part, oui, un peu. Parce que je pense avoir fait les choses correctement. Depuis que j'ai eu mes premiers contrats, mes premiers salaires, j'ai toujours fait en sorte d'essayer de mettre de côté, d'investir intelligemment pour ne pas me retrouver justement dos au mur à la fin de carrière. Et puis je me suis toujours dit, bon, j'ai pas envie d'un jour arrêter le handball et de me dire, mince, je sais pas quoi faire. J'ai rien prévu. Aujourd'hui, je fais en sorte de tout préparer pour réenchaîner sur la vie active directement derrière et pas avoir ce petit moment de vide et qui peut amener parfois beaucoup de sportifs à la dépression. Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que tu auras envie de faire après la carrière? Alors, je sais pas. J'ai repris une école de commerce. Je suis en 4e année. Il me reste l'année prochaine pour valider mon Master 2 en école de management. Tu fais à distance? Je fais à distance, ouais. Je fais à distance. J'ai des appartements, j'avais un resto que j'ai revendu. Je réfléchis à de l'entrepreneuriat, je réfléchis à être manager d'un club. Le coaching ne m'intéresse pas forcément, mais manager d'un club, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Ok. Et finir par un petit titre là avant de quitter les terrains, ça pourrait le faire? On prend ce qu'il y a à prendre maintenant. Exactement. Bon, je voudrais terminer quand même cette émission, vous l'avez sûrement appris, suivie par une terrible nouvelle. Hein. Le monde du handball est endeuillé par la mort brutale de Jemima Kabeya, la gardienne de Plante-Cuq. Elle était âgée de 21 ans, elle était ancienne internationale française junior, elle est décédée lundi d'une méningite foudroyante. Donc voilà, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches forcément. William, je te remercie vraiment beaucoup d'être passé sur le plateau de Sportstream. C'était un plaisir de refaire un peu tout le cours de ta carrière, d'essayer d'aborder un peu chaque point et de te remémorer des bons souvenirs. Ouais, merci à toi. Ouais, tu m'as remémoré plein de choses que j'avais un peu zappées, donc c'est bien d'en reparler. Magnifique. Tiens, dernière question, là, tu vois, on a mis plein de petites photos un peu partout. Là. Si tu avais le choix de repartir avec une d'entre elles, tu prendrais laquelle? Il y en a derrière toi, il y en a là. Pas facile, hein. Celle-là, je l'ai. Ah. Celle-là, je ne suis pas coiffé, j'aime pas. Non, je dirais celle-là, j'aime bien. Ah ouais.
Championnat du monde 2011, le premier titre de champion du monde de William à Cambrai. Merci beaucoup William, vraiment, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Et puis je remercie évidemment toute l'équipe en régie, Esteban Lepico, son Julien Perronnet à l'édition et Nicolas Baillet à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, début mars, pour une nouvelle émission. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.